Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Épisode spécial IMMAF. On va analyser les finales seniors avec les Belges et Français. Et le meilleur pour ce genre de sujet est avec moi puisqu'il a mené Manon Fiorot et Axel Sola aux médailles d'or des IMMAF. Aldric Cassata. Aldric, comment vas-tu? Bonjour mon Chris, comment ça va? Bonjour à tous. En ce qui me concerne, très bien. On termine la semaine sans blessure. Tous les training camps se passent très bien. Et demain, on a de superbes finales qui vont nous régaler, j'en suis sûr. Et ça compensera ce manque du FC. Mais entre cette nuit, les finales du PFL et demain, ces finales seniors, on est gâtés. On est gâtés. Ah, c'est clair et tu le dis à la bonne personne puisque je commente cette nuit le PFL et demain je commente le Cage Warriors et en attendant nous on fait les analyses IMMAF. Donc énorme performance, hein, on doit le dire pour nos deux pays. On a 4 Belges en finale, il y en a déjà 2 qui ont combattu. On a une médaille d'argent, une médaille d'or. Il y a 2 Français en finale. Il y en a un qui vient de prendre la médaille d'or en Ouais, Souil Azerki. Donc désolé tout le monde, on n'aura pas eu l'occasion d'analyser les juniors parce que c'était aujourd'hui, on n'avait pas le temps de se caser ça avant. Donc on se concentre sur les seniors et il en reste 3. Franchement, donc déjà, on va prendre un temps. On a aussi quelques médailles de bronze. Les performances franco-belges aux IMMAF World, elles sont incroyables. énorme. Énorme. Et j'ai envie de féliciter plus la Belgique. Alors pas que je suis anti-français, très loin de là, mais la France, ça fait des années. Souvent, j'entends les gens qui disent oui, mais la légalisation, c'est que de 3 ans. N'oublions pas les anciens qui ont montré la route. Et spéciale dédicace à mes amis, Yuri Benejari, champion du monde, Nicolas Haute, troisième, je crois. J'espère, Nico, que je me trompe pas, deuxième ou troisième au championnat du monde de 2015. Lucie Berthaud, pareil, qui perd en finale, je crois, en 2017, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on avait déjà, la France, on avait déjà une culture euh, IMAF avant la FMMAF grâce à la CFMMA et un savoir-faire et des médailles. Et je trouve encore plus remarquable la performance belge. Je ne peux que te rejoindre, même si je suis ultra biaisé. En Belgique, on n'a pas beaucoup d'événements. On n'a pas fait beaucoup de résultats sur ces dernières années, que ce soit en professionnel ou en amateur. Donc, ça fait énormément plaisir à voir. Et donc, aujourd'hui, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Sinon, on va faire une vidéo d'1h30. On a 3 combats à analyser. On a 2 Belges, Patrick Abirora et Alvi Dazuev, qui sont en finale demain. Et on a une Française, Delphine Benuesh. Je propose qu'on fasse honneur aux dames et qu'on commence par la jante féminine. On va donc analyser le combat de Delphine. Qu'en penses-tu? Écoute, gros test. Si tu veux, je parle un petit peu de son adversaire et on parlera de Delphine juste après. Ça me paraît bien. Comme ça, on parle un petit peu de Delphine euh, à nos auditeurs. Gros test. Julian Pereira, c'est très fort. C'est 12-2. 12-2 avec des défaites que contre des compatriotes qui sont passés professionnels et qui sont invaincus pour l'instant en pro. C'est ceinture marron de jiu-jitsu brésilien. Debout, ça Noir, 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 noir. Elle est ceinture va. noire depuis C'est 10 c'est semaines. noir. Je ne savais pas, ça s'entraîne à Nova Elle vient de Union. passer noire, ouais. Alors, je dis pas ça pour polémiquer, c'est juste pour le souci d'information. C'est la compagne et elle est donc coachée par Irene Aldana, en plus du sélectionneur brésilien. Euh, et on va dire, si on décortique un petit peu son style, elle a déjà un style destiné à briller en professionnel. C'est-à-dire que tu sens le jeu déjà ancré, tu sens déjà les 15 combats amateurs qui lui ont permis de s'étoffer. Elle frappe très fort en crochet, mais c'est très bagarre. C'est très valetude, comme on dit au Brésil. Hmm. C'est beaucoup moins technique que Delphine. Cela étant, ça frappe très fort. Elle sort d'un KO là contre la Suédoise, je crois, en demi-finale. Euh, Très forte au sol, Ouais. très forte sur les liaisons. Gros test. Gros, gros, gros test. Voilà, moi j'avais résumé, donc on a Delphine Benouèche d'un côté, 10 victoires, 4 défaites en amateur, qui a gagné 2 fois par TKO au troisième round et une décision unanime pour arriver en finale. Et donc Juliane Perea, elle a 13 victoires, 2 défaites en amateur. Elle n'a eu que 2 combats pour accéder à la finale, donc ça paraît bête, mais voilà, sur une semaine aussi active, il faut aussi tenir en considération le kilométrage de la semaine. Donc la française, 3 combats,
2 finishes au troisième round, une décision. Donc il y a eu pas mal quand même de minutes de combat. Du côté de la brésilienne, on a un anaconda au premier round et un KO au troisième round après une large domination. Donc il y aura peut-être aussi un côté fraîcheur qui ira à l'avantage de la brésilienne ici. Ouais, puis elle nous a montré de belles choses, Delphine, pendant ces IMAF. J'ai bien aimé, moi, le travail en boxe, les déplacements, le clinch de Muay Thai, et même le cage control. Après, là, c'est un très gros test, et en fait, cette fille-là, très clairement, elle passe pro après les IMAF. C'est une certitude. Tu vois comment sa carrière est montée, tu verras. Je suis certain qu'elle passe pro. Donc je pense que pour Delphine, c'est un excellent test de voir si elle peut surpasser une fille comme ça. Bah, ça veut dire que je sais qu'elle vient de signer dans une autre boîte de management, et tant mieux pour elle. Et donc je pense que ça lui donnera un indicateur très fort sur la suite à mener à sa carrière, puisque c'est un combat de très haut niveau et qui pour moi est un combat qui équivaut à un +5 en pro. C'est-à-dire que ça, c'est un combat, le niveau qu'il y a là, c'est une fille qui a 5 à 10 combats en professionnel très objectivement et très honnêtement. Pour avoir regardé les combats des deux, je trouve effectivement que ça va être un très bon test pour Delphine. Moi, j'ai quand même noté pas mal de bonnes choses pour la française. Donc, clairement, comme tu l'as dit, très belle anglaise. Elle a un bon jab à distance. Ses combinaisons dans la poche sont intéressantes et variées. En plus de ça, comme elle travaille bien de la poche, elle a travaillé un bon clinch Muay Thai. Le double collar tie, elle l'utilise très bien. Il y a des bons coups de genoux qui partent de là. Positionnement de tête intéressant, je trouve. Et dans la poche, elle a un mouvement de tête, je trouve, assez décent. Surtout le premier mouvement de tête. Un petit défaut que j'ai repéré, c'est elle plante assez vite ses pieds, ce qui fait que de temps en temps, quand elle est dans la poche, elle manque d'options sur les sorties ou les remises. Mais bon, voilà, on est au niveau amateur aussi, mais bon, ça, je pense que c'est une petite piste d'évolution. Et sa lutte défensive, elle est séquencée, elle est réfléchie, elle est plutôt pas mal. Quand on la met au sol, elle trouve un moyen de se relever pour revenir dans son domaine de prédilection, qui est debout, clairement. Donc, donc moi j'ai apprécié. En plus, c'est, je dirais, divertissant et spectaculaire. Elle a un style qui est très chouette à regarder. Et alors le deuxième petit défaut que j'ai repéré, c'est que de temps en temps ses resets sont un peu paresseux. Et donc elle est ouverte au contre. Donc elle va de temps en temps envoyer des frappes ou des combinaisons et elle va pas revenir dans une position qui est intéressante défensivement. Et elle va pouvoir se faire contrer sur certains moments. Mais dans Mais l'ensemble, j'aime beaucoup ta phrase. J'aime beaucoup ta phrase. Tu dis euh, pour l'amateur, c'est très bien. Oui, je pense qu'aujourd'hui, Mhm. elle a clairement les niveaux, le meilleur level possible amateur. Par contre, malgré le fait que son adversaire est moins propre techniquement debout, elle a largement le niveau professionnel, son adversaire. Au niveau de l'intensité des liaisons, du chain wrestling, de ce qui se passe au sol, des contrôles au Mhm. sol. Donc voilà pourquoi je me permettais de dire que c'est un très bon test, parce que Mhm. très clairement, tu gagnes ce combat, tu es prête à passer pro, même si après elle décide de refaire pour X ou Y raison qui regarde sa team et son management. Mais là, vraiment, plus qu'une finale des IMAF demain, c'est le niveau pro qui, pour moi, est largement atteint par cette Brésilienne. J'ai regardé pas mal de ses combats, que ce soit au Brésil ou dans ce qu'elle avait fait à l'IMAF. Ouais, c'est un jeu qui est déjà très, très réglé, avec des grosses frappes, avec des takedowns en liaison qui sont hyper intéressants, que ce soit en cage control ou au milieu de la cage, et avec un sol. Tu vois, tu m'apprends qu'elle vient de passer black belt. Moi, j'avais regardé des compètes de jiu-jitsu qu'elle fait également, où elle a combattu en ceinture marron. Donc, non, c'est rodé, c'est rodé. Ouais, j'ai regardé, je suis allé fouiller son petit Instagram justement pour regarder quel niveau elle avait au sol. Parce que j'ai d'abord regardé ses combats MMA, puis je me suis dit, ouais, elle doit être marron. Et effectivement, quand tu remontes un peu sur Instagram, tu vois pas mal de photos d'elle avec une ceinture marron. Et les deux photos les plus récentes où elle a le gi, bah, c'est le moment où elle passe sa noire sous André Pederneiras. Ouais. Euh, et il y avait encore une compétition. Elle a déjà fait une compétition de Jiu-Jitsu avec sa ceinture noire. Donc gros niveau et grosse expérience en grappling et en MMA. Il faut pas oublier, donc la française, ce sera son 15e combat amateur, la brésilienne son 16e. Donc on est sur une expérience équivalente. Et comme tu le dis, pour moi, la brésilienne a clairement déjà le niveau pro et
pas pro débutant, une professionnelle de déjà 3-4 combats. Et je pense que Delphine, elle a déjà un niveau pro débutant. Et quand je dis débutant, c'est pro prête à faire ses débuts, qui pourrait déjà prendre quelqu'un qui a 2-3 combats professionnels sans problème, selon moi, de ce que j'ai vu. Et donc, la vainqueur, elle aurait 15 ou 16 combats en amateur. La vainqueur aurait gagné les IMMAF. Donc, si Delphine gagne, pour moi, elle peut passer pro si elle le souhaite. Elle peut évidemment encore rester en amateur si elle le souhaite. Le choix lui revient entièrement. On vient de faire un podcast là-dessus. Du côté de la brésilienne, ouais, moi, j'ai pas noté beaucoup plus que ce que tu avais dit. Gauchère, toujours intéressant à noter. Elle met une pression dès le début, mais la pression ralentit au fil du combat. Son objectif reste d'aller au sol, donc elle est très réactive sur les kicks par exemple, et je pense qu'il y a moyen de jouer là-dessus. Défensivement, elle fait de temps en temps des mouvements un peu surengagés. Il y a peut-être moyen de trouver des ouvertures avec un bon travail de feinte, notamment sur le classique en garde ouverte, middle kick, et puis tu mets un high kick juste derrière. Donc je crois que la française elle est peut-être underdog, Delphine. Je sais pas ce que tu en penses, légère underdog dans ce combat, mais elle a vraiment une carte à jouer. Moi, oui, je mets la brésilienne favorite 60-40 parce qu'elle m'a impressionné. Mais encore une fois, c'est pas du tout. Je déteste les gens qui font ça pour cracher sur la française ou faire du chauvinisme à l'envers. C'est juste que pour le moment, je la connais plus et je l'ai plus vue avec des athlètes de haut niveau. Voilà, c'est uniquement pour ça. Ouais, et bah, voilà, moi j'étais entre 55 et 60 à l'avantage de la brésilienne. Et j'inclus dedans le fait qu'elle soit plus fraîche dans ce combat, qu'elle Ouais, elle est parce moins que pareil, combattue tu pour vois, arriver à la finale, ça joue. fini un combat au premier round, elle a le capital confiance. Il y a beaucoup de paramètres qui font que c'est pas que une histoire de niveau, mais très intéressant à regarder. Moi, je suis très hypé par ce combat. Voilà. Et en termes de game plan, moi, ce que j'ai noté, c'est forcément Delphine, c'est de travailler à distance, surtout quand elle initie, rentrer, sortir. Justement, ça, si elle a une stratégie où elle se force un peu à faire du in and out, elle va faire des resets assez rapides, ce qui va déjà travailler sur un de ses défauts que moi j'avais souligné. Euh, Elle peut travailler en kick, mais en retirant très rapidement la jambe, parce que la brésilienne est très très forte pour agripper et venir chercher le sol grâce à ça. Euh, Elle peut se permettre des contres courts et faire un frame directement. Donc dès que la brésilienne veut rentrer, contrer, placer un frame, recréer la distance, ça peut bien fonctionner. Je pense que Delphine, on l'a dit, elle a un bon clinch. Je pense qu'elle est capable de placer ses frames pour maintenir une distance, pour pas se faire amener au sol. Elle doit clairement rester debout dans ce combat et elle doit garder de l'espace derrière elle. Ça, c'est un truc, elle devra beaucoup se déplacer, ne pas trop ancrer ses pieds dans le sol. Et je pense qu'avec ça, elle a vraiment une carte à jouer. C'est ça. Puis rappelons, hein, pas de coup de genou au visage. Mm. Je parle pas des coups de coude parce que c'est pas ça qui va faire évoluer un clinch, surtout un cage control, mais c'est les coups de genou au visage qui sont à mon avis très importants et ils favorisent légèrement les grinders, tu vois, ceux qui collent, ceux qui plongent Ouais, de loin, et c'est ce qu'elle fait. Donc les règles, les rounds plus courts de 3 minutes font que c'est plus facile de contrôler aussi. Donc c'est vrai que ce sont des règles qui sur le papier favorisent les grappleurs. de fait, de fait. Et par conséquent, pour la brésilienne, je pense que sa stratégie, ça doit être mettre sous pression, provoquer la frappe et shooter derrière. Donc pas shooter avant que Delphine n'ait envoyé. Je pense que la brésilienne pourrait feinter, attendre que Delphine réagisse à la feinte pour shooter entre une combinaison. Coller, mettre au sol et maintenir d'abord parce qu'on on l'a vu. Delphine est très forte pour se relever, très forte pour reprendre la distance. Je pense que Delphine, tu lui laisses un peu de temps, elle va être impactante sur son pied-point. Et donc, si Pereira pardon, arrive à mettre Delphine au sol, elle doit mettre une priorité sur la conserver au sol et, euh, et puis chercher d'avancer de position. Si elle arrive à amener au sol, voilà, travailler lentement et prendre ses points si elle ne s'est pas fait trop toucher avant que ça n'aille au sol. Très juste, rien à rajouter. Ok, passons alors à Patrick Abirora, qui rencontre un deuxième Tadjik d'affilée, puisqu'il a battu un Tadjik en demi-finale. Là, il rencontre Javidon Mahmoudov, 12 victoires, 5 défaites en amateur. Le Belge a enchaîné 4 combats pour arriver en finale. Une guillotine rapide, une décision unanime contre le champion des IMMAF Europe de 2022, un KO dans le deuxième round et une décision partagée en demi-finale. Il a maintenant un palmarès de 20 victoires pour 6 défaites en amateur. Et son adversaire, lui, a fait un combat de moins pour accéder à la finale. Et il a gagné 2 décisions unanimes et un TKO dans la troisième reprise. Donc là, en termes de combat, évidemment,
Patrick en a un de plus, mais en termes de temps de combat, on est quasi à la même chose. On est quasi à la même chose. Comment est-ce que tu établirais le profil de son adversaire, Javidon Mahmoudov? Eh bien, tu vois, par rapport à son adversaire d'hier, là, excusez-moi si j'écorche le nom, je vais faire mon Michael Lebou, Siro Gidine. Euh, le bonjour à Michael d'ailleurs. Pour moi, c'est plus fort dans la mesure où il a le grappling qui va avec la lutte. C'est-à-dire que celui d'hier, bonne lutte, on sait les Tadjiks c'est culturel, même pas que les Tadjiks, c'est tous les gens qui sont du Caucase ou à côté, en tout cas de ces pays de la Russie. Et là, celui-là, j'ai regardé ses combats, il y a plus d'expérience, il y a plus de contrôle au sol, il y a plus de frappe au sol. Parce que il y en a plein qui ont dit oui, c'était limite pour Patrick. Moi, je vois Patrick gagner sans aucune contestation possible malgré la split. Pas parce que je l'aime bien et qu'il est venu faire une partie de sa préparation chez moi, parce que il y avait plus de dégâts. Parce qu'il y avait plus de dégâts, parce que il a créé plus de dommages, et même si ce sont des règles Oui. qui se rapportent plus au niveau professionnel qu'au niveau amateur, les juges regardent. Le sol est favorisé en amateur, certes, mais si c'est pour coller sans frapper, ça reste sur du temps de contrôle et pas de la frappe. Donc là, Jovidon, c'est le même niveau de lutte pour moi. Peut-être même un petit niveau en dessous en boxe, pour être vraiment honnête avec ce que j'ai vu. Mais par contre, sur le sol, ça crée mieux les espaces pour frapper, meilleur niveau de grappling général, très nettement. Donc il faudra être très attentif à ces... Et même si on sait qu'il veut frapper fort et qu'il se jette, il est agressif. C'est très beau à voir ce que nous propose Patrick pendant ses IMAF. Il est agressif, il frappe fort. Tu sens qu'il a envie de finir sa carrière amateur sur l'or et rien d'autre. Mais là, attention, parce que je pense qu'il exploitera mieux les takedowns que son teammate ne l'a fait hier. J'aime beaucoup ce que tu dis. On va évidemment dans ce podcast, on est toujours biaisé, on sera toujours pour le français ou le Bien belge. sûr. En plus, comme tu l'as dit, Patrick est passé chez toi. Patrick est un de mes anciens élèves aussi. Donc, on va quand même le souligner par rapport à notre analyse, hein, full transparence. Et j'aime bien ce que tu dis parce que là, voilà, j'ai la description de Patrick devant moi. J'ai quand même noté ça en grand parce qu'il est grand, il a des longs membres, il est droitier. Je pense que c'est intéressant à le souligner. Il a une bonne boxe, elle est précise, que ce soit sur le pied avant ou sur le pied arrière. À reculons, il a vraiment fait du bon travail contre le Suédois, je trouve. Il a une très bonne guillotine debout, ce qui lui permet de faire la Brian Ortega, mettre sous pression, pousser son adversaire à shooter de manière télégraphée, et puis la Guigui qui arrive. Il est très réactif et assez explosif, je trouve. Un grappling décent dans l'ensemble. Mais pour moi, il y a deux défauts chez Patrick. Je vais commencer par le deuxième que j'ai noté, puisque ça rejoint ce que tu dis. Il a les défauts du style divertissant, ce qui signifie pour moi qu'il peut manquer de lucidité ou faire preuve de précipitation, ce qui mène à des erreurs qui peuvent lui coûter cher. Euh, c'est quelque chose de classique, comme tu l'as dit. Il veut l'or en faisant le buzz, enfin pas le buzz, mais voilà, avec des chaos spectaculaires, etc., etc. Et de temps en temps, il se précipite vers ce chaos. Alors que c'est peut-être pas la bonne chose à faire, ça peut manquer de sang-froid et ça peut du coup laisser des ouvertures à quelqu'un comme son futur adversaire pour amener au sol, venir bloquer au sol. Et son deuxième défaut, forcément, c'est son grappling défensif. Il a 3 défaites par soumission. Et sur les 3 autres défaites, c'est généralement quand il se fait contrôler au sol et maintenir au sol. Et là, typiquement, face à un Tagik qui a ça dans son jeu, ça peut être problématique. Ceci dit, moi, personnellement, je le mets quand même large favori. Javidon, je trouve qu'il est lent debout. Je trouve qu'il est lent. Par contre, il a un jeu intéressant. Je le trouve pas dangereux debout, mais il utilise des armes qui ont 2 objectif debout. Le premier, c'est lever la garde. Donc, il va envoyer pas mal de high kick, pas mal de overhand, vraiment pour lever la garde de son adversaire, exposer les hanches. Et il va aussi envoyer des front kicks au visage pour faire en sorte que son adversaire prenne une posture très droite. Et tout ça, ça va exposer les hanches et en plus de ça, te mettre tellement haut sur tes appuis que le blast double est assez facile et accessible pour lui. Donc, c'est quelqu'un qui shoot à l'ouvert. Il a des gros blast double et puis il va grinder à la cage si son blast double ne fonctionne pas. Il m'a l'air d'être fort physiquement. Mais voilà, sinon, pour moi, il télégraphe un peu debout et il est perméable défensivement debout. Donc, il y a des ouvertures pour moi, pour Patrick, que je mets léger favori dans ce combat. Je le mettrai à
ici à l'inverse de Delphine, je mets le 60-40 à l'avantage de Patrick. Il peut perdre à l'image de Nessim aujourd'hui s'il n'arrive pas à marquer ses points avant de se faire coller à la cage, parce qu'il va se faire coller à la cage, ça c'est sûr. Ouais, en fait, tu Sauf sais, s'il le finalise avant. c'est le genre de combat, tu l'as très bien dit. La puissance, malgré que Jovidon a la puissance, je pense que c'est pour Patrick. L'agressivité, c'est pour Patrick. Le striking, c'est de très loin pour Patrick. C'est simple, hein, on va schématiser ça. Moi, pour moi, ouais, 60-40, voire même 70-30, il gagne. Mais de toute façon, c'est très simple. Il va y avoir, d'après moi, 5 amenés au sol dans ce combat. 5 tentatives, tout du moins. Voilà. Tu en défends 3, tu en prends 2, tu gagnes le combat. Tu en prends 3, tu en défends 2, tu perds le combat. C'est comme ça en amateur que ça va se jouer parce que, comme tu l'as dit, les contrôles de Jovidon sont intéressants. Le grappling, moi je l'avais souligné aussi, c'est fort sur les contrôles. Donc voilà. On l'a vu à l'aise sur les défenses de takedown, même s'il en a pris quelques-unes, notamment sur des hanchés. Donc je sais qu'ils vont échanger les Tadjins entre eux, les Tadjiks, pardon, entre eux. Cela étant, moi je pense que c'est son dernier combat, il va relâcher, il va être. Puis il a fait ses devoirs quand même. Hein. Moi je l'ai vu depuis cet été, Ouais. ça a bossé dur sur le grappling. Je pense qu'il est prêt là-dessus et quand les devoirs sont faits, c'est toujours plus facile. C'est un gros bosseur, hein, Patrick. Ça vraiment, on peut pas lui enlever, ça c'est clair. Alors sur la partie stratégique, il y a un petit point que j'avais noté aussi du côté de Jovidon, c'est que il veut mettre la pression, mais il peut très vite y succomber face à quelqu'un qui refuse de se laisser mettre sous pression. Donc je pense que pour Patrick, il y a un truc il doit désengager parce que les shoots de Jovidon viennent de loin. Il doit pas chercher à les contrer. Il doit d'abord chercher à désengager pour réengager en pression derrière et lui mettre la pression. Et quand il met la pression, mettre du volume, travailler sur des contres. Pas en combinaison, des contres en single attack, hein, comme on dit, et envoyer beaucoup de signaux dans le tunnel du lutteur, même s'il n'y a pas les genoux à la tête, tu envoies des genoux au corps anticipatifs, tu montres ton uppercut, tu montres ton front kick au visage, et puis au final, dès qu'il a l'opportunité de frapper dur, il doit frapper dur. De un, pour rendre Jovidon attentiste sur les amener au sol, et de deux, simplement pour marquer des points et montrer qu'il est impactant. Comme ça, si on a impact contre contrôle, c'est lui qui l'emporterait à la décision. Du côté de Jovidon, j'avais mis setup ses shoots. Je trouve qu'il télégraphe très vite les shoots et face à quelqu'un comme Patrick qui a une bonne précision, un bon timing, il peut vraiment se faire salement contrer dans un shoot. Il doit pas les faire de trop loin. Et pour moi, il peut shooter très bas. En amateur, le gros avantage que tu as par rapport aux professionnels, c'est que tu peux shooter vers les jambes. Tu dois pas avoir peur d'un genou dans la tête parce que c'est interdit. Et puis une fois que c'est au sol, c'est peut-être position before submission et position before ground and pound. Il doit s'assurer de pouvoir conserver Patrick au sol avant d'essayer de marquer ses points. Je ne sais pas si toi, d'un point de vue stratégique, tu as quelque Ouais, chose d'autre pour l'un ou pour l'autre, ou si ça résume bien la situation. c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je me suis amusé à regarder les combats de Jovidon et en fait, il a perdu que contre des mecs de la Russie. Alors même si vous regardez le topologie, vous allez dire, ah, il dit des conneries, il a perdu contre des mecs de Bahreïn. Non, ce sont des Dagestanais naturalisés bahreïnais contre qui il a perdu. Et il y en a 3 contre le même adversaire qui est Ramazan Gitinov. Et après, c'est que des mecs de l'Est contre qui il a perdu. Et il y avait un striker, alors je vais utiliser un terme, mais pas du tout péjoratif hein, pour Karim El Weibi. C'est un peu un Patrick, j'ai pas envie de chez Wish parce que j'aime pas parler comme ça. C'est un Patrick un peu moins fort qu'il a battu au, juste avant. Donc c'est intéressant de voir qu'à mon avis, il va garder exactement le même game plan qu'il a fait contre El Weibi, pardon, qui est un striker aussi, mais pour moi, une division en dessous de ce qu'est Patrick. Donc, je vois copier-coller de ce qu'il a fait en demi, c'est-à-dire effectivement mettre la pression, travailler avec des coups de pied hauts, que ce soit en front kick ou en high kick, et shooter derrière et faire son grappling. C'était très très net hier. Il a gagné de façon très très dominante. Euh, mais je pense que Patrick a d'autres armes qui vont lui compliquer la tâche. Et oui, puisque tu me parlais de game plan pour Patrick, moi je pense qu'il va être tout aussi agressif et qu'il va lui rentrer dedans. Et par contre, je pense que cette stratégie peut avoir plus de succès qu'hier. C'est-à-dire que quand je dis plus de succès, on a vu Ouais. dire ça a été dur, ça a été la guerre parce qu'il avait quand même du répondant, notre ami Tadjik.
Là, je pense que c'est un peu moins fort debout. Donc, c'est quitte au double. Soit il me pulvérise debout, soit l'autre arrive à mettre mieux son jeu de chain wrestling. Mais comme je l'ai dit, moi, je vois plutôt 6 à 7 fois sur 10 la punition debout et 3 à 4 fois sur 10 la lutte qui passe du coup mieux parce que ça se jette. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, le point important pour Patrick ici, c'est que lui ne doit pas être attentiste. S'il commence à être attentiste et à se dire, ouh, il faut pas que j'engage trop parce que sinon je m'expose à la lutte, il va de toute façon se faire exposer à la lutte s'il est inactif. Si Patrick est inactif, c'est un chemin vers la victoire pour Jovidon. Donc Patrick, pour moi, c'est là où il doit mettre la pression. Comme je disais, il met la pression, prêt à désengager si ça shoot, remettre la pression quand le gars a raté son shoot et mettre un peu ne pas avoir peur de mettre du volume parce que il sait qu'il va se faire lutter. Ce qu'il doit faire, c'est marquer ses points avant de se faire lutter. Parce que s'il marque pas ses points avant de se faire lutter, il laisse des ouvertures trop faciles à son adversaire et en plus de ça, son adversaire peut se dire, bah, j'ai qu'à bloquer, je me suis pas fait toucher avant de venir le bloquer à la cage. Tu peux pas, si tu marques tes points dès le début du round, là, tu sais que c'est ton adversaire qui doit courir après le score et ce serait un gros avantage pour Patrick. Oui. Ok, pour avancer, on passe au dernier. Ouais. On a Alvi Daziev, 13 victoires, 2 défaites aujourd'hui. Il arrivait en finale sur 3 victoires, 2 soumissions et un TKO. 2 victoires au premier round et 1 au deuxième. C'est assez expéditif. Il rencontre lui aussi un Tadjik au nom de Qasim Sardorov, 9 victoires, 4 défaites, qui a également intégré la finale sur 3 victoires, une décision, une soumission dans la deuxième reprise et un TKO dans le troisième. Le Belge est donc un tout petit peu plus frais, mais les rumeurs, il a une main cassée. Il avait déjà une main cassée avant sa demi-finale, il a gagné sa demi-finale avec une main cassée. Je t'avoue que je suis pas allé vérifier, j'ai pas envoyé de message ni quoi que ce soit, mais voilà, ce sont des rumeurs qui courent. Alors là, moi j'ai mis sur Twitter, hein, j'ai regardé les deux. C'est une finale de ouf. Hein. Pour moi, tu mets ça en main card à la res, tu mets ça en main card de Cage Warriors, tu mets ça en quatrième ou cinquième combat au KSW, ça passe. Hein. C'est deux gars exceptionnels. Ils sont super forts, c'est deux monstres. C'est mon combat préféré des trois qu'on analyse, sans vouloir manquer de respect aux autres. J'ai été ultra impressionné en regardant les deux, vraiment. Ouais. Moi, petit coup de cœur hein, quand même. J'en ai même parlé ce matin à Virgil Hogan en lui disant, écoute, après les mondiaux, je vais contacter cette team et son entraîneur, voir s'il veut venir un peu grappler, notamment et lutter avec toi, parce que gros coup de cœur, moi, pour Alvid Assouyev. J'aime bien ce qu'il fait. Il est grave relâché. Il tente des trucs complètement dingues, alors que c'est des IMAF. On l'a vu hier tenter un banana split. Moi, gros coup de cœur. Gros coup de Oui, cœur, le banana split, c'était énorme. il est relâché, il tente des Ouais. trucs de dingue. Alors, peut-être que c'est parce qu'il sait qu'il a la main blessée et que du coup, il laisse libre cours il boxe très relâché et il laisse libre cours à son grappling. Mais non, hyper fan. Pour moi, grosse révélation parce que je t'avoue que l'équipe belge, je la connaissais très bien. J'ai dit qu'une partie de l'équipe était venue chez moi à mon gym cet été. Il y a Movzar Ibrahimov qui a pris Théo Muris 2 fois, donc pareil, je connaissais et respectais beaucoup le prospect. Lui, c'est un peu la surprise parce que je le connaissais moins, mais vraiment hyper surpris par son grappling, très moderne, un peu style Ten Planet également. C'est rare, tu vois, souvent quand tu vois des noms à consonance russophone, tu t'attends à un grappling de passage de garde, à un grappling de position. Et là, tu sens qu'il y a de la technique, qu'il y a du savoir-faire, qu'il passe beaucoup de temps sur le tapis. J'ai même pas besoin de. Alors, j'ai investigué après par la suite pour voir qu'il participait à pas mal de combats de grappling, bien sûr, mais ça se voit. Le mec est relâché et il a un grappling de très haut niveau, avec une boxe anglaise notamment très propre. Très propre, Ouais. bon déplacement. Moi, coup de cœur vraiment de cette compétition, j'aime beaucoup. Bah, écoute, j'ai juste envie de revenir sur ce que j'ai dit. Je kiffe les trois combats. Hein. C'est vraiment, c'est 2 9 sur 10 et un 10 sur 10. Celui-ci, c'est un 10 sur 10. Donc, j'avais pas envie que les gens disent après. Non, c'est juste que ce combat-là, sur papier, il est incroyable. Alors, on va le notifier. Alvi Daziev, il a une victoire sur Patrick Abirora. Il a une victoire sur Jordan Zebo. Comme ça, les gens peuvent un peu situer le garçon.
Gaucher, il sait travailler en pression, il aime bien travailler en pression, mais c'est pas obligatoire pour lui. Il a une bonne anglaise courte à combinaison. Sa lutte est complète. Très bon crochetage, capable de slammer, une belle gréco, vraiment très propre. Pression au sol, bon positionnement, excellent positionnement même. Capable, il sait quand il doit envoyer du ground and pound, il sait quand il doit transiter, il sait quand il doit menacer une soumission. Il fait tout super bien. Et par contre, debout, ouais, debout comme au sol, de temps en temps, comme tu l'as dit, il peut vouloir faire trop de chichi, spinning, high kick, et c'est pas spécialement envoyé au moment opportun. Donc ça, voilà, ça reste du amateur, donc c'est le moment où le faire, mais ça peut aussi, ça pourrait se retourner contre lui. Et j'ai vraiment dit ça parce qu'il faut toujours trouver un défaut à quelqu'un, parce que comme je dis, pour moi, ça c'est du niveau, c'est vraiment du niveau pro, hein. Du Ouais. côté de Quasim ou Kosim, je sais pas du tout comment Alors prononcer. écoute, je ne Vas-y. connaissais pas moi non plus. Je pense quand même, en étant totalement honnête, un petit peu en dessous en grappling de son adversaire, mais une très belle lutte aussi, avec un stand-up solide. C'est pour ça que je comprends très bien que tu sois hypé par ce combat. Si je dis pas de bêtises, demi-finaliste des mondes 2022. Il s'appaire sur une split en plus, donc tu vois la régularité de l'adversaire. Ça, toujours se méfier, comme je dis à mes gars, toujours se méfier d'un mec qui a des victoires en guillotine et il sait faire. Et je l'ai trouvé assez solide, hein, vraiment assez solide pendant cette Ouais. compétition. Ouais. Alors, il est grand, il est capable de combattre en gaucher et en droitier. J'aime beaucoup voir ça, surtout chez les amateurs. Il sait bien utiliser ses armes longues. Sa lutte, elle est fluide, mais ouais, d'une grande fluidité. Complète aussi. Il est capable d'initier en lutte, il est aussi capable de contrer en lutte. Je crois que c'est l'Ukrainien qui a voulu le lutter tout le temps et c'est chaque fois lui qui prenait le dessus. Euh, il est chill. Il est posé dans la cage comme ça. On sent ce côté déjà pro, lucide, posé, calculateur. Il a vraiment un incroyable contrôle au sol, des belles transitions, elles sont réfléchies. Il est actif, mais c'est pas pour autant qu'il prend des risques démesurés. Voilà, le seul défaut que je peux lui donner, c'est le fait que justement son attitude soit chill. Je pense qu'il pourrait avoir du mal face à quelqu'un d'agressif. Il pourrait se faire surprendre par de l'agressivité. Et pour moi, ce serait ça le game plan pour Alvi, surtout s'il a la main cassée. C'est mettre de la pression directement, être agressif directement, initier lui-même la lutte. Et on a vu Kosim, je pense en demi-finale ou en quart de finale, qui expose de temps en temps son dos en réaction défensive en Juste. lutte. Donc je pense que Alvi pourrait initier la lutte pour chercher le dos. Alors que Kosim, il va devoir, pour moi, hein, plus capitaliser sur des déplacements, sur des single attaques pour pas trop se faire contrer. Et pour moi, l'un comme l'autre doit initier la lutte en fait. Ils sont tous les deux, c'est peut-être leur domaine de prédilection à tous les deux. Celui qui prendra le top control aura un net avantage. Et donc, j'ai trop hâte de voir ce combat. J'ai Ouais, trop parce hâte de qu'en voir ce plus, combat. admettons qu'il arrive à le lutter, j'aime bien, j'ai envie de voir moi ce qu'il donne sur le dos, parce que tu sens qu'il y a un Ouais, grappling, l'un comme l'autre. il y a un grappling très complet de la part d'Alvi aussi. Donc même si ça va sur le dos, je suis sûr qu'il va être capable de faire des choses très intéressantes. Et oui, force est de constater que moi c'est un des combats un des combats qui me hype le plus aussi demain. Mais il y a des très beaux fights, hein. Vraiment, c'est une belle journée de finale. Et c'est encore peut-être bien ce qu'ils ont fait de séparer junior et senior, parce que ça permet de se focus vraiment sur ces combats, dont pas mal de carrières pro vont découler. Ceux qui veulent comprendre un peu mieux, hop, petit reset sur l'épisode qu'on a fait avec Chris, qui est sorti aujourd'hui. Si vous allez comprendre un petit peu les coulisses et ce qui se joue en plus d'une belle médaille, ce qui se joue en termes de carrière et de suite de carrière. Ref à notre dernier épisode Coach Talk. Mais ouais, très très bel événement demain qui va se tenir. Ouais, et là, encore une fois, sur ce combat-là, le vainqueur, pour moi, il peut directement passer en professionnel Ouais. et même le perdant. Et même le perdant, aussi simple que ça. Euh, En termes de pronostat, pour moi, c'est difficile à donner parce qu'encore une fois, il y a ce point d'interrogation sur la main de Alvi, hein, combattre avec une main en moins, surtout dès le début du combat, hein, pas une main que tu casses en début de combat, mais une main qui est, est déjà cassée à l'entrée. Euh, à cause de ça, je me positionne sur un 50-50 dans ce combat-là.
Oui, c'est Si on cohérent. avait un Alvi à 100%, je le mettrais léger favori. Mais avec une main en moins, tu es obligé de donner des pourcentages en plus à son adversaire. Donc, ça peut partir dans les deux sens, vraiment. C'est très cohérent ce que tu dis, même si moi, bien évidemment, mon choix de cœur va pour le Belge, bien évidemment, et puis surtout, franchement, hein, j'ai envie de te dire, là, c'est pas parce qu'il est belge, hein, c'est pas de la fraternité francophone, c'est le style du gars qui Bah me déjà, il plaît. n'est pas francophone, donc voilà. Non, mais on pourrait dire, bon, Il fait c'est un partie belge. Non, il mais fait pas du partie des tout. néerlandophones. Vraiment, il pourrait être du Honduras ou de Trinidad et Tobago, je serais quand même, Fan, ouais. je serais quand même vraiment pour lui parce que j'aime bien. C'est frais, c'est rare de voir un MMA du grappling tenté à ce niveau-là, donc voilà. Après, je pense qu'effectivement, main pétée, surtout sur une main pétée récurrente qui serait donc depuis un ou deux combats, tu peux pas le mettre favori et effectivement, et ça nous rendra sa performance de demain que plus belle s'il a la chance d'être champion du monde. Bah, s'il gagne, ce serait absolument incroyable. Et encore une fois, il faut respecter son adversaire, parce que moi, quand je regarde ses combats, j'ai vraiment l'impression de regarder un pro qui a déjà 5-0, hein, Non, non, ou c'est pas. 5-1, enfin, tu vois, avec un beau palmarès. L'un comme l'autre. Vraiment, ce combat est magnifique. Je suis limite dégoûté que ce soit pas un 3x5. Oh, ce serait incroyable. Le niveau est tellement élevé aux IMMAF que je me dis que un truc qu'il pourrait faire comme amélioration, hein, c'est pour les juniors, vendredi congé, finale samedi. Pour les seniors, vendredi, samedi congé, finale le dimanche en 3x5. Ouais. Alors je sais que Non, non, peut-être non, qu'avec mais les règles, non, c'est pas non. faisable, mais L'idée est moi ça me bonne. ferait plaisir. L'idée est bonne. Il faut juste recontextualiser, moi, pour l'avoir fait. Peser tous les matins. Tu vois, les Ouais. mecs, je vais donner une petite anecdote. Allez, ceux qui seront restés jusqu'à la fin de la vidéo, une petite anecdote sur Manon, par exemple, elle a quasiment jeûné pendant 5 jours, tu vois. C'est-à-dire que Ouais. c'est tellement compliqué pour elle de faire 61 kilos tous les matins qu'elle a quasiment jeûné pendant 5 jours. Donc ouais, c'est vraiment c'est un marathon qui se termine et ce serait vraiment compliqué pour eux deux, à mon avis, de faire du 3x5. Mais oui, vu le niveau, ça donne envie effectivement. Ouais. Alors pour ceux qui sont encore connectés, ils ont le droit de voir ma cuisine carrément, parce que il faut que je cuisine pour ma famille qui va arriver là. On a refait notre cuisine comme ça. Bah, vous voyez, c'est Et du ben voilà, chantier. vous aurez eu en Je bonus vis la dans un chantier, cuisine. quoi. En bonus, vous aurez la cuisine de Chris, Ouais, qui voilà, est c'est vraiment pour tous ceux qui écoutent un épisode entier sur 3 analyses de combats amateurs, vous méritez de voir ma cuisine. Ça, c'est le cadeau de Chris. Alors, ne volez pas ça et ne mettez pas ça sur Twitter parce que c'est vraiment que pour vous, les gars. C'est que pour vous. Ça, c'est cadeau. Et ben voilà qui clôture notre épisode. Je me réinstalle. Et Aldric, un tout grand merci. Franchement, j'ai kiffé faire cet épisode avec toi. J'ai kiffé qu'on se soit poussé à le faire pour pouvoir analyser ces amateurs parce que c'était aussi plaisant de regarder ça que d'analyser des combats pro. Peut-être qu'on peut critiquer certains caméramans IMMAF. Il y a des moments où j'avais un peu le mal de ouais, mer. pas facile le schedule de l'IMAF, que ce soit le schedule qui est pas tout à fait juste. Tu Patrick, tu penses qu'il est en cage 1, puis quand tu tapes le replay de la journée, tu vois qu'il est en cage 2. Pas facile. Pas facile. Des fois, on filme, on voyait des chaussures. Alors, j'ai rien contre les chaussures. Ceux qui regardent mon émission, André Clément, vous avez remarqué, mais bon, quand même. Non, c'était pas facile, mais quel plaisir. Moi, j'ai toujours beaucoup de nostalgie à regarder ces trucs-là parce que j'en ai fait 2 en tant qu'entraîneur de l'équipe de France et c'est vraiment une compète qui me tient beaucoup à cœur et j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à la regarder pour préparer ce podcast avec toi. Merci Aldric, merci à tous. Alors ceux qui ont regardé le podcast jusque maintenant et qui sont pas abonnés, il y a un souci quelque part. Donc, j'ai pas besoin de vous dire abonnez-vous parce que vous l'êtes déjà, mais un petit like, un petit commentaire et même un partage sur les réseaux, ça ferait plaisir parce que non seulement ça donnerait de la force à notre chaîne, ça donnerait aussi de la force au MMA amateur franco-belge. Merci à tous, à très vite. Salut! Hop.